Notre invité aujourd'hui est l'honorable Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, et il va nous expliquer que la vie de l'espace sont présentes sur Terre. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission. Pourquoi dites-vous que les ovnis sont aussi réels que les avions qui volent au-dessus de nos têtes? Parce que je sais qu'ils le sont. Le fait est qu'ils sont venus sur notre planète pendant des milliers d'années, et un des cas qui vous intéresserait le plus, si vous me laissez 2 ou 3 minutes pour y répondre. Pendant la guerre froide, en 1961, près de 50 ovnis ont volé en formation du sud de la Russie à travers toute l'Europe, et le commandement suprême allié en a été très préoccupé, et était prêt pour appuyer sur le bouton « panique » lorsqu'ils ont fait demi-tour vers le pôle Nord. Ils ont décidé de lancer une enquête, qui leur a pris 3 ans, et en ont tiré la conclusion, avec une certitude absolue, que 4 espèces, au moins, étaient venues sur cette planète, pendant des milliers d'années. Nous avons une longue histoire avec les ovnis, et bien sûr il y a eu beaucoup plus d'activités, durant les dernières décennies, depuis l'invention de la bombe atomique, et ils sont très préoccupés par cela et par le fait que nous puissions l'utiliser à nouveau, et parce que le cosmos est une unité, et que cela ne nous affecte pas seulement nous. Mais tous les autres peuples du cosmos, ils ont très peur que nous puissions être assez stupides pour faire à nouveau usage des armes atomiques, et cela serait très néfaste pour nous comme pour eux. Aucun scientifique sérieux n'a jamais confirmé publiquement des preuves d'une rencontre avec des extraterrestres. Pourquoi les scientifiques ne confirmeraient-ils pas les faits s'ils existent? Je crains qu'ils ne doivent cesser de ne pas chercher à savoir. Même s'ils ne font que 10% des recherches que j'ai effectuées au cours des 8 années écoulées, ils devraient être aussi convaincus que moi. Cela peut leur prendre un peu plus longtemps s'ils n'ont pas de formation militaire, mais il existe tant d'ouvrages merveilleux qui relatent ces histoires et qui ont été authentifiés. Les observations ont été authentifiées par plus d'un témoin et aussi par radar, et des atterrissages qui ont eu lieu en divers endroits autour du monde, y compris en Russie. Il y a un exemple fameux ici, je ne me rappelle pas le nom de l'endroit, mais il a été abondamment relaté à l'époque. Un homme a écrit un livre là-dessus, puis les Français ont acheté les droits du livre afin qu'il ne soit pas diffusé. Il y a tant de preuves, si chacun prenait le temps de faire un peu de recherche et d'études. Certaines personnes sont intéressées et prendront le temps, et d'autres diront « Oh, vous savez, c'est juste de la fiction ». Depuis que je me suis adressé au public, je reçois probablement 3 ou 4 courriers par semaine, en provenance du monde entier, de la part de gens qui ont été témoins d'observations, et d'autres qui ont vraiment été dans les vaisseaux, et d'autres encore qui ont réellement été transportés vers une autre planète. Cette information est top secret, dans le sens où les gouvernements n'en parlent pas, mais si vous écoutez les lanceurs d'alerte et les gens qui ont travaillé dans l'industrie, et qui savent ce qui se passe, il y a un tas d'informations disponibles, et cela ne prend pas beaucoup de temps pour y accéder. Mais voyez-vous, le problème est que certains de ceux qui relatent des observations d'ovnis ou des enlèvements par des aliens le font, pour être célèbres, pour faire de l'argent, ou juste pour faire une blague. Comment séparer la fiction et les faits? Vous devez y passer beaucoup de temps pour trouver. Nous avons l'habitude de parler de séparer le bon grain de l'ivraie, et cela exige beaucoup d'efforts. Lorsque j'étais ministre, je recevais des comptes rendus d'observation, et lorsque nous le vérifions, à peu près 80%, 8 sur 10, n'étaient pas réels. C'était des observations de Vénus, ou de plasma, ou une douzaine d'autres choses. Mais il restait 15 à 20% pour lesquels il n'y avait aucune explication, et il s'agissait d'authentiques objets volants non identifiés. Une des conférences auxquelles j'ai assisté,
C'était à Las Vegas, par un gars qui avait écrit un livre sur les accidents et il en avait des douzaines et beaucoup d'entre eux étaient très bien authentifiés, si bien qu'il était impossible de lire ces preuves et de ne pas arriver à la conclusion que ces véhicules étaient bien réels. Avez-vous jamais eu vous-même une rencontre avec des aliens? Une rencontre avec des aliens? Non. J'ai vu un ovni à environ 120 miles au nord de Toronto, au-dessus du lac Muskoka, où j'ai un cottage. Il y a 2 ans, durant Thanksgiving, en octobre, mon épouse m'a dit qu'elle voulait sortir observer les étoiles, alors, je ne suis pas un octambule, mais j'ai mis mon manteau et je suis sorti avec elle, puis elle s'est tournée vers le ciel, à l'est, et a dit « Il y a une étoile », et je me suis tourné dans cette direction, et j'ai dit « Oh, il en a une beaucoup plus brillante par là-bas », et elle a regardé, et nous l'avons observée, jusqu'à nous avoir mal au cou pendant environ 20 minutes, et c'était réellement un ovni, parce qu'il pouvait changer sa position dans le ciel, de 3 à 4 degrés en 3 ou 4 secondes. J'ai vérifié, il n'y avait pas de satellite capable de faire cela, aucune station spatiale ne passait à ce moment-là, et ne pouvait de toute façon pas se déplacer à cette vitesse, et il n'y avait pas d'autre explication, excepté que c'était bien réel. 2 jours plus tard, j'y suis retourné à la nuit tombée, je me suis installé dans une chaise confortable et j'ai observé. Il est revenu quasiment au même endroit, et m'a diverti aussi longtemps que je pouvais. Puis je suis retourné au cottage, mais c'était très intéressant, parce qu'il pouvait plonger puis remonter à toute vitesse, puis se déplacer latéralement de quelques degrés, et décrire un cercle et revenir à une vitesse astronomique, car on sait qu'il voyage à de très grande vitesse. Donc, cela ressemble à une étoile tombante, qui descend très vite pour remonter à nouveau. À quoi cela ressemble-t-il? Cela ressemblait à une étoile. Cela ressemblait à une étoile? Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible, ou non, mais l'étoile de Bethléem était une des soucoupes volantes. Vous m'avez dit que les gens vous écrivaient du courrier, de 3 à 5 par semaine, qu'ils avaient été enlevés ou avaient rencontré des aliens. Vous disent-ils à quoi ressemblent ces aliens? Puis je pense aussi que cela intéresse tout le monde de savoir comment saurais-je, si je vois un alien, et qu'il m'enlève? La première question que vous devez vous poser est de savoir combien d'espèces sont là, sur Terre. Je pensais qu'il en avait entre 2 et 12. L'astronaute du projet Apollo, Edgar Mitchell, qui est venu à Toronto il y a quelques années et avec lequel j'ai dîné, était d'accord qu'il en avait entre 2 et 12, mais les derniers rapports, qui me sont parvenus de diverses sources, font état d'environ 80 espèces différentes. Et certaines d'entre elles nous ressemblent au point que s'ils marchaient dans la rue vous ne les reconnaîtriez pas au passage. Ce sont ceux que nous appelons les blonds nordiques, et aussi les grands blancs, qui travaillaient avec l'US Air Force au Nevada. Ils sont capables de se dissimuler ainsi. Ils avaient quelques femmes habillées en religieuses, qui sont allées faire des courses à Las Vegas, et elles n'ont pas été repérées. J'avais un ami qui a vu un de ces hommes dans la rue, il sait reconnaître la différence, et c'est ainsi qu'il l'a repéré. Ensuite, il y a les petits gris, comme on les appelait, et ce sont ceux que vous voyez dans la plupart des bandes dessinées, ils ont des bras et des jambes très minces, ils sont très petits, font un peu plus de 5 pieds, soit 1,50 m, et ils ont une grosse tête, et de gros yeux bruns. Mais il y a différentes espèces, et qu'elles sont toutes différentes. Si vous voyez les petits gris, vous sauriez immédiatement que vous êtes en présence de quelque chose que vous n'avez jamais vu. Mais si vous voyez un des blonds nordiques, vous vous diriez probablement, ou je me demande si elle ne vient pas du Danemark ou d'un pays voisin. Donc, ces espèces que vous décrivez, sont-elles toutes différentes, en termes amicales ou hostiles? Certaines sont-elles amicales et bienveillantes, et d'autres menaçantes?
Sont-elles bien disposées par rapport aux habitants de la Terre, ou sont-elles là pour nous faire du tort? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce qu'ils ont des intentions différentes. Et peut-être que nous tous sur Terre devrions avoir le même agenda, mais vous ne pourriez pas dire, par exemple, que la Russie, la Chine et les États-Unis aient tous le même agenda à chaque fois, parce que ce ne serait pas le cas. Je dirais que presque tous sont pacifiques et bienveillants, et veulent nous aider. Il peut y avoir une ou deux espèces qui ne sont pas dans ce cas. C'est une des choses sur lesquelles j'enquête en ce moment, de voir qui ils sont, quelles sont leurs intentions, et quels sont réellement leurs plans. Ne bougez pas, nous nous retrouvons tout de suite avec Monsieur Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense canadienne, sur la révélation de l'existence des extraterrestres. À tout de suite. Nous sommes de retour avec Monsieur Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense canadienne, sur la révélation de l'existence des extraterrestres. Ces créatures extraterrestres, d'où viennent-elles, ou comment sont-elles arrivées ici, sur Terre? Elles proviennent de divers endroits. Pendant longtemps, je ne connaissais que celles qui venaient de différents systèmes stellaires, comme les Pléiades, Zeta Reticuli, et plusieurs autres systèmes stellaires. Mais au cours des derniers mois, j'ai rencontré des gens qui m'ont informé qu'il y en a certains qui sont issus de notre propre système solaire, et qu'il y a des extraterrestres qui vivent sur une planète, appelée Andromède, qui est l'une des lunes de Saturne, et qu'il en a d'autres sur Vénus, et certains sur Mars, et qu'ils ont des contacts entre eux. Je soupçonne qu'ils en ont. Parce qu'il existe ce qu'on appelle une fédération de ces peuples, et qu'ils observent des règles. Par exemple, une des règles consiste à ne pas interférer dans nos affaires, à moins qu'ils n'y soient invités, et c'est une des raisons, probablement pour lesquelles, nous n'en avons pas vu davantage, jusqu'à très récemment. Mais, que voulez-vous dire? Il y a des tas de gens qui veulent être en relation avec eux. Il y a un tas de gens qui veulent les voir, et savoir qui ils sont. Ont-ils besoin d'une invitation spéciale pour entrer en contact avec nous? Et qu'est-ce que cela veut dire, quand ils disent qu'ils ne veulent pas interférer dans nos affaires? Ils ne veulent pas nous dire comment diriger nos affaires, ils ont accepté le fait que c'est notre planète, et que nous avons le droit de la diriger. Mais ils sont très préoccupés. Ils ne pensent pas que nous soyons de bons gestionnaires de notre planète. Nous déboisons nos forêts, nous polluons nos rivières, et nos lacs, et nous rejetons nos déchets dans les océans, et nous faisons toutes sortes de choses, qui ne sont pas ce que de bons gestionnaires devraient faire. Ils n'aiment pas cela, et nous l'ont bien fait comprendre ces derniers temps. En fait, ils nous ont adressé un avertissement. Comment? C'est venu de plus d'une source. Comment se sont-ils fait comprendre, et qu'ont-ils fait? Ils ont parlé à des gens. Un des gars avec lesquels j'ai parlé, il y a environ un mois, me disait qu'il avait été en contact avec eux, en 1974, lui et son frère, au Pérou. Ils ont été envoyés sur Andromède, téléportés. On leur a dit ce que les gens de là-bas pensaient, et que nous étions en train de détruire notre planète, et qu'en fait, quelque chose de terrible allait nous arriver si nous n'y remédions pas, et ne changions pas nos comportements. Nous passons trop de temps à nous combattre, nous dépensons trop d'argent dans les dépenses militaires, et pas assez à nourrir les pauvres et à nous occuper des sans-abri et des malades, et que nous polluons notre air et que nous faisons joujou avec des armes exotiques, thermonucléaires et nucléaires, qui ont des effets si dévastateurs, à la fois sur la Terre et sur d'autres régions du cosmos. Ils n'aiment pas cela, et c'est la raison pour laquelle ils aimeraient travailler avec nous, pour nous apprendre d'autres façons de faire, mais seulement, je pense, avec notre consentement.
Ils agissent à travers des individus. Ils essaient et choisissent des individus qui n'ont pas une peur bleue d'eux, car ils peuvent très bien vous effrayer. Un des cas qui m'est familier est celui des Grands Blonds au Nevada, où un aviateur américain, qui travaillait avec eux, fut pris d'une peur bleue, et l'un d'entre eux, Charles Hall, sauva la fille d'un des hauts gradés des Grands Blonds, et en conséquence devint un ami de la mère, et dès qu'ils se sont fait confiance les uns les autres, ils ont noué une merveilleuse relation. Il a écrit un livre là-dessus, intitulé « Hospitalité millénaire », qui raconte comment vous passez à travers ces stades d'avoir une peur bleue, puis, lorsque vous établissez des rapports de confiance et une relation durable, vous pouvez entretenir le même genre de relation que vous auriez avec quelqu'un d'ici sur Terre. Mais voilà ce que je pense. Si vous révélez leur présence, ce qui n'est clairement pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils se cachent, pourquoi n'avez-vous pas peur des répercussions? Vous affirmez à l'évidence qu'ils sont ici, parmi nous, en me décrivant toutes les espèces qui existent. Ils sont parmi nous, et je n'ai pas peur. Parce que dans la plupart des cas, en ce qui concerne la technologie, ils ont des années-lumière d'avance sur nous, et nous avons appris d'eux un tas de choses. Beaucoup de choses que nous utilisons aujourd'hui proviennent d'eux, vous savez, les lumières LED, les puces électroniques, les gilets en Kevlar et toutes sortes de choses issues de leur technologie. Et nous pourrions en avoir beaucoup plus encore. Particulièrement dans les domaines de la médecine et de l'agriculture, si nous les utilisions pacifiquement. Mais je pense, il se peut que certaines personnes, chez nous, soient plus intéressées par de la technologie militaire, et c'est la mauvaise direction à prendre, c'est une des choses que nous allons devoir changer, parce que nous allons devoir travailler ensemble, nous tous, partout sur la planète, car notre vie sur Terre va bientôt changer. Vous avez mentionné la technologie militaire, des échanges de technologie et du troc entre aliens et des gens du gouvernement américain. Je veux vous demander, en tant qu'ancien ministre de la Défense du Canada, si une guerre interstellaire est-elle possible? Puis, devrions-nous créer une force de guerre des étoiles pour nous défendre d'une éventuelle invasion ou de quelque chose de ce genre? Je pense que c'est une possibilité, mais c'est une possibilité particulière, si vous descendez chaque ovni qui pénètre dans votre espace aérien, sans demander qui ils sont et ce qu'ils veulent. Depuis le début, nous avons commencé à leur envoyer des avions d'interception, à essayer de les descendre, mais leur technologie était assez en avance pour que nous n'y parvenions pas, certainement pas avant longtemps. Durant cette période, ils auraient pu nous envahir sans problème, s'ils avaient voulu, donc je pense, plutôt que de développer notre propre guerre des étoiles, pour nous protéger d'eux, nous devrions travailler avec les espèces bienveillantes, qui sont la grande majorité, et travailler ensemble, et nous reposer en grande partie sur eux bien sûr, et coopérer, afin de réaliser quelque chose en même temps. Je ne pense pas qu'il y ait de danger que nous développions une force galactique qui nous inciterait à faire cavalier seul et à semer le trouble, ce qui est une des choses que certains d'entre eux redoutent. Que croyez-vous qu'il va se passer si les gens commencent à croire à l'existence des extraterrestres sur Terre? Et les choses vont changer définitivement. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. J'espère que ce soit le cas. Je suis absolument pour la divulgation totale, et je vais faire fortement pression en faveur de la divulgation totale dans le livre que je suis en train d'écrire. D'en donner certaines raisons sur des choses que nous devons réellement savoir, et que nous avons le droit de savoir. Notre avenir en tant qu'espèce, et par là j'entends toutes les espèces du monde, est potentiellement en danger si nous ne comprenons pas ce qui se passe, et si nous ne travaillons pas pour essayer de rendre la vie plus vivable pour nous tous, et si nous ne travaillons pas également avec nos voisins d'autres planètes.
Tout de même, je me dis, s'ils ont été là pendant si longtemps comme vous le dites, et qu'ils sont intéressés à aider l'humanité, comme vous le dites, pourquoi notre monde est-il dans un si triste état? Et si vous voulez aider quelqu'un, vous l'aidez simplement, vous n'attendez pas que quelqu'un vous demande de l'aider, non? Je pense que les parents disent parfois à leurs enfants, voilà ce que vous devriez faire, mais cela ne veut pas dire que les enfants vont le faire, n'est-ce pas? Le cosmos est basé sur le libre arbitre. Nous avons le choix de faire des erreurs, ou de faire des choix erronés. Et je pense, ce qui préoccupe certains d'entre nous, est que nous ayons fait trop de choix erronés, et pas assez de bons choix. Donc, nous allons devoir changer nos priorités, et arrêter de dépenser autant de temps d'efforts dans des armes pour nous entretuer, ou nous dominer les uns les autres, et passer beaucoup plus de temps à nous entraider pour avoir une vie meilleure et une société plus juste, et une vie plus saine. Que la santé soit meilleure, et l'alimentation en nourriture soit meilleure, et que l'air soit plus pur et l'eau plus pure, et que toutes ces choses qui sont en attente soient faites, si nous nous réunissons, et comme on dit, ramons dans la bonne direction, dans la même direction, c'est faisable, mais c'est une tâche immense, et jusqu'à présent nous ne l'avons pas réalisée. Ma thèse est que nous devons le faire, nous devons nous y atteler dès à présent. Merci beaucoup pour cette intéressante interview et cet aperçu de la vie extraterrestre. C'était Paul Hellyer, ancien ministre canadien de la Défense, qui nous a expliqué que les extraterrestres existent et vivent parmi nous sur Terre. À très bientôt. La première question que vous devez vous poser est de savoir combien d'espèces sont là, sur Terre. Je pensais qu'il en avait entre 2 et 12. L'astronaute du projet Apollo, Edgar Mitchell, qui est venu à Toronto il y a quelques années et avec lequel j'ai dîné, était d'accord qu'il en avait entre 2 et 12, mais les derniers rapports, qui me sont parvenus de diverses sources, font état d'environ 80 espèces différentes. Et certaines d'entre elles nous ressemblent au point que s'ils marchaient dans la rue vous ne les reconnaîtriez pas au passage. Ce sont ceux que nous appelons les blancs nordiques, et aussi les grands blancs, qui travaillaient avec l'US Air Force au Nevada. Ils sont capables de se dissimuler ainsi, ils avaient quelques femmes habillées en religieuses, qui sont allées faire des courses à Las Vegas, et elles n'ont pas été repérées. J'avais un ami qui a vu un de ces hommes dans la rue, il sait reconnaître la différence, et c'est ainsi qu'il l'a repéré. Ensuite, il y a les petits gris, comme on les appelait, et ce sont ceux que vous voyez dans la plupart des bandes dessinées, ils ont des bras et des jambes très minces, ils sont très petits, font un peu plus de 5 pieds, soit 1,50 m, et ils ont une grosse tête, et de gros yeux bruns. Mais il y a différentes espèces, et qu'elles sont toutes différentes. Si vous voyez les petits gris, vous sauriez immédiatement que vous êtes en présence de quelque chose que vous n'avez jamais vu. Mais si vous voyez un des blancs nordiques, vous vous diriez probablement, oh je me demande si elle ne vient pas du Danemark ou d'un pays voisin. Donc, ces espèces que vous décrivez, sont-elles toutes différentes, en termes amicaux ou hostiles? Certaines sont-elles amicales et bienveillantes, et d'autres menaçantes? Sont-elles bien disposées par rapport aux habitants de la Terre, ou sont-elles là pour nous faire du tort? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce qu'ils ont des intentions différentes. Et peut-être que nous tous sur Terre, devrions avoir le même agenda, mais vous ne pourriez pas dire, par exemple, que la Russie, la Chine et les États-Unis aient tous le même agenda à chaque fois, parce que ce ne serait pas le cas. Je dirais que presque tous sont pacifiques et bienveillants, et veulent nous aider. Il peut y avoir 1 ou 2 espèces qui ne sont pas dans ce cas,
C'est une des choses sur lesquelles j'enquête en ce moment, de voir qui ils sont, quelles sont leurs intentions, et quels sont réellement leurs plans. Ne bougez pas, nous nous retrouvons tout de suite avec Monsieur Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense canadienne, sur la révélation de l'existence des extraterrestres. À tout de suite. Nous sommes de retour avec Monsieur Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense canadienne, sur la révélation de l'existence des extraterrestres. Ces créatures extraterrestres, d'où viennent-elles ou comment sont-elles arrivées ici, sur Terre? Elles proviennent de divers endroits. Pendant longtemps, je ne connaissais que celles qui venaient de différents systèmes stellaires, comme les Pléiades, Zeta Reticuli, et plusieurs autres systèmes stellaires. Mais au cours des derniers mois, j'ai rencontré des gens qui m'ont Notre invité aujourd'hui est l'honorable Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, et il va nous expliquer que la vie de l'espace sont présentes sur Terre. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission. Pourquoi dites-vous que les ovnis sont aussi réels que les avions, qui volent au-dessus de nos têtes? Parce que je sais qu'ils le sont. Le fait est qu'ils sont venus sur notre planète pendant des milliers d'années, et un des cas qui vous intéresserait le plus, si vous me laissez 2 ou 3 minutes pour y répondre. Pendant la guerre froide, en 1961, près de 50 ovnis ont volé en formation du sud de la Russie à travers toute l'Europe, et le commandement suprême allié en a été très préoccupé, et était prêt pour appuyer sur le bouton « panique » lorsqu'ils ont fait demi-tour vers le pôle Nord. Ils ont décidé de lancer une enquête qui leur a pris 3 ans et en ont tiré la conclusion avec une certitude absolue que 4 espèces, au moins, étaient venues sur cette planète pendant des milliers d'années. Nous avons une longue histoire avec les ovnis, et bien sûr il y a eu beaucoup plus d'activités durant les dernières décennies, depuis l'invention de la bombe atomique, et ils sont très préoccupés par cela et par le fait que nous puissions l'utiliser à nouveau, et parce que le cosmos est une unité et que cela ne nous affecte pas seulement nous. Mais tous les autres peuples du cosmos, ils ont très peur que nous puissions être assez stupides pour faire à nouveau usage des armes atomiques, et cela serait très néfaste pour nous comme pour eux. Aucun scientifique sérieux n'a jamais confirmé publiquement des preuves d'une rencontre avec des extraterrestres. Pourquoi les scientifiques ne confirmeraient-ils pas les faits s'ils existent? Je crains qu'ils ne doivent cesser de ne pas chercher à savoir. Même s'ils ne font que 10% des recherches que j'ai effectuées au cours des 8 années écoulées, ils devraient être aussi convaincus que moi. Cela peut leur prendre un peu plus longtemps s'ils n'ont pas de formation militaire, mais il existe tant d'ouvrages merveilleux qui relatent ces histoires et qui ont été authentifiés. Les observations ont été authentifiées par plus d'un témoin et aussi par radar, et des atterrissages qui ont eu lieu en divers endroits autour du monde, y compris en Russie. Il y a un exemple fameux ici, je ne me rappelle pas le nom de l'endroit, mais il a été abondamment relaté à l'époque. Un homme a écrit un livre là-dessus, puis les Français ont acheté les droits du livre afin qu'il ne soit pas diffusé. Il y a tant de preuves, si chacun prenait le temps de faire un peu de recherche et d'études. Certaines personnes sont intéressées et prendront le temps, et d'autres diront « Oh, vous savez, c'est juste de la fiction ». Depuis que je me suis adressé au public, je reçois probablement 3 ou 4 courriers par semaine, en provenance du monde entier, de la part de gens qui ont été témoins d'observations, et d'autres qui ont vraiment été dans les vaisseaux, et d'autres encore qui ont réellement été transportés vers une autre planète. Cette information est top secret, dans le sens où les gouvernements n'en parlent pas, mais si vous écoutez les lanceurs d'alerte et les gens qui ont travaillé dans l'industrie et qui savent ce qui se passe, il y a un tas d'informations disponibles, et cela ne prend pas beaucoup de temps pour y accéder.
Mais voyez-vous, le problème est que certains de ceux qui relatent des observations d'OVNI ou des enlèvements par des aliens le font, pour être célèbres, pour faire de l'argent, ou juste pour faire une blague. Comment séparer la fiction et les faits? Vous devez y passer beaucoup de temps pour trouver. Nous avons l'habitude de parler de séparer le bon grain de l'ivraie, et cela exige beaucoup d'efforts. Lorsque j'étais ministre, je recevais des comptes rendus d'observation, et lorsque nous le vérifions, à peu près 80%, 8 sur 10, n'étaient pas réels. C'était des observations de Vénus, ou de plasma, ou une douzaine d'autres choses. Mais il restait 15 à 20% pour lesquels il n'y avait aucune explication, et il s'agissait d'authentiques objets volants non identifiés. Une des conférences auxquelles j'ai assisté, c'était à Las Vegas, par un gars qui avait écrit un livre sur les accidents, et il en avait des douzaines, et beaucoup d'entre eux étaient très bien authentifiés, si bien qu'il était impossible de lire ces preuves et de ne pas arriver à la conclusion que ces véhicules étaient bien réels. Avez-vous jamais eu vous-même une rencontre avec des aliens? Une rencontre avec des aliens? Non. J'ai vu un OVNI à environ 120 miles au nord de Toronto, au-dessus du lac Muskoka, où j'ai un cottage. Il y a 2 ans, durant Thanksgiving, en octobre, mon épouse m'a dit qu'elle voulait sortir observer les étoiles, alors, je ne suis pas un octambule, mais j'ai mis mon manteau et je suis sorti avec elle, puis elle s'est tournée vers le ciel, à l'est, et a dit « Il y a une étoile », et je me suis tourné dans cette direction, et j'ai dit « Oh, il en a une beaucoup plus brillante par là-bas », et elle a regardé, et nous l'avons observée, jusqu'à nous avoir mal au cou pendant environ 20 minutes, et c'était réellement un ovni, parce qu'il pouvait changer sa position dans le ciel, de 3 à 4 degrés en 3 ou 4 secondes. J'ai vérifié, il n'y avait pas de satellite capable de faire cela, aucune station spatiale ne passait à ce moment-là, et ne pouvait de toute façon pas se déplacer à cette vitesse, et il n'y avait pas d'autre explication, excepté que c'était bien réel. 2 jours plus tard, j'y suis retourné à la nuit tombée, je me suis installé dans une chaise confortable et j'ai observé. Il est revenu quasiment au même endroit, et m'a diverti aussi longtemps que je pouvais. Puis je suis retourné au cottage, mais c'était très intéressant, parce qu'il pouvait plonger puis remonter à toute vitesse, puis se déplacer latéralement de quelques degrés, et décrire un cercle et revenir à une vitesse astronomique, car on sait qu'il voyage à de très grande vitesse. Donc, cela ressemble à une étoile tombante, qui descend très vite pour remonter à nouveau. À quoi cela ressemble-t-il? Cela ressemblait à une étoile. Cela ressemblait à une étoile? Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible, ou non, mais l'étoile de Bethléem était une des soucoupes volantes. Vous m'avez dit que les gens vous écrivaient du courrier, de 3 à 5 par semaine, qu'ils avaient été enlevés ou avaient rencontré des aliens. Vous disent-ils à quoi ressemblent ces aliens? Puis je pense aussi que cela intéresse tout le monde de savoir comment saurais-je, si je vois un alien, et qu'il m'enlève? Informé qu'il y en a certains, qui sont issus de notre propre système solaire, et qu'il y a des extraterrestres qui vivent sur une planète, appelée Andromède, qui est l'une des lunes de Saturne, et qu'il en a d'autres sur Vénus, et certains sur Mars, et qu'ils ont des contacts entre eux, je soupçonne qu'ils en ont. Parce qu'il existe ce qu'on appelle une fédération de ces peuples, et qu'ils observent des règles. Par exemple, une des règles consiste à ne pas interférer dans nos affaires, à moins qu'ils n'y soient invités, et c'est une des raisons, probablement pour lesquelles nous n'en avons pas vu davantage, jusqu'à très récemment. Mais, que voulez-vous dire? Il y a des tas de gens qui veulent être en relation avec eux. Il y a un tas de gens qui veulent les voir, et savoir qui ils sont. Ont-ils besoin d'une invitation spéciale pour entrer en contact avec nous? Et qu'est-ce que cela veut dire, quand ils disent qu'ils ne veulent pas interférer dans nos affaires? Ils ne veulent pas nous dire comment diriger nos affaires, ils ont accepté le fait que c'est notre planète,
et que nous avons le droit de la diriger. Mais ils sont très préoccupés. Ils ne pensent pas que nous soyons de bons gestionnaires de notre planète. Nous déboisons nos forêts, nous polluons nos rivières et nos lacs, et nous rejetons nos déchets dans les océans, et nous faisons toutes sortes de choses qui ne sont pas ce que de bons gestionnaires devraient faire. Ils n'aiment pas cela, et nous l'ont bien fait comprendre ces derniers temps. En fait, ils nous ont adressé un avertissement. Comment? C'est venu de plus d'une source. Comment se sont-ils fait comprendre, et qu'ont-ils fait? Ils ont parlé à des gens. Un des gars avec lesquels j'ai parlé, il y a environ un mois, me disait qu'il avait été en contact avec eux, en 1974, lui et son frère, au Pérou. Ils ont été envoyés sur Andromède, téléportés. On leur a dit ce que les gens de là-bas pensaient, et que nous étions en train de détruire notre planète, et qu'en fait, quelque chose de terrible allait nous arriver si nous n'y remédions pas et ne changions pas nos comportements. Nous passons trop de temps à nous combattre, nous dépensons trop d'argent dans les dépenses militaires, et pas assez à nourrir les pauvres et à nous occuper des sans-abri et des malades, et que nous polluons notre air et que nous faisons joujou avec des armes exotiques, thermonucléaires et nucléaires, qui ont des effets si dévastateurs, à la fois sur la Terre et sur d'autres régions du cosmos. Ils n'aiment pas cela, et c'est la raison pour laquelle ils aimeraient travailler avec nous, pour nous apprendre d'autres façons de faire, mais seulement, je pense, avec notre consentement. Ils agissent à travers des individus. Ils essaient et choisissent des individus qui n'ont pas une peur bleue d'eux, car ils peuvent très bien vous effrayer. Un des cas qui m'est familier est celui des Grands Blonds au Nevada, où un aviateur américain, qui travaillait avec eux, fut pris d'une peur bleue, et l'un d'entre eux, Charles Hall, sauva la fille d'un des hauts gradés des Grands Blonds, et en conséquence devint un ami de la mère, et dès qu'ils se sont fait confiance les uns les autres, ils ont noué une merveilleuse relation. Il a écrit un livre là-dessus, intitulé « Hospitalité millénaire », qui raconte comment vous passez à travers ces stades, d'avoir une peur bleue, puis, lorsque vous établissez des rapports de confiance et une relation durable. Vous pouvez entretenir le même genre de relation que vous auriez avec quelqu'un d'ici sur Terre. Mais voilà ce que je pense. Si vous révélez leur présence, ce qui n'est clairement pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils se cachent, pourquoi n'avez-vous pas peur des répercussions? Vous affirmez à l'évidence qu'ils sont ici, parmi nous, en me décrivant toutes les espèces qui existent. Ils sont parmi nous, et je n'ai pas peur. Parce que dans la plupart des cas, en ce qui concerne la technologie, ils ont des années-lumière d'avance sur nous, et nous avons appris d'eux un tas de choses. Beaucoup de choses que nous utilisons aujourd'hui proviennent d'eux, vous savez, les lumières LED, les puces électroniques, les gilets en Kevlar et toutes sortes de choses issues de leur technologie. Et nous pourrions en avoir beaucoup plus encore. Particulièrement dans les domaines de la médecine et de l'agriculture, si nous les utilisions pacifiquement. Mais je pense, il se peut que certaines personnes, chez nous, soient plus intéressées par de la technologie militaire, et c'est la mauvaise direction à prendre, c'est une des choses que nous allons devoir changer, parce que nous allons devoir travailler ensemble, nous tous, partout sur la planète, car notre vie sur Terre va bientôt changer. Vous avez mentionné la technologie militaire, des échanges de technologie, et du troc, entre aliens et des gens du gouvernement américain. Je veux vous demander, en tant qu'ancien ministre de la Défense du Canada, si une guerre interstellaire est-elle possible? Puis, devrions-nous créer une force de guerre des étoiles, pour nous défendre d'une éventuelle invasion, ou de quelque chose de ce genre? Je pense que c'est une possibilité, mais c'est une possibilité particulière, si vous descendez chaque ovni, qui pénètre dans votre espace aérien, sans demander qui ils sont et ce qu'ils veulent.
Depuis le début, nous avons commencé à leur envoyer des avions d'interception, à essayer de les descendre, mais leur technologie était assez en avance pour que nous n'y parvenions pas, certainement pas avant longtemps. Durant cette période, ils auraient pu nous envahir sans problème, s'ils avaient voulu, donc je pense, plutôt que de développer notre propre guerre des étoiles, pour nous protéger d'eux, nous devrions travailler avec les espèces bienveillantes, qui sont la grande majorité, et travailler ensemble, et nous reposer en grande partie sur eux bien sûr, et coopérer, afin de réaliser quelque chose en même temps. Je ne pense pas qu'il y ait de danger que nous développions une force galactique qui nous inciterait à faire cavalier seul et à semer le trouble, ce qui est une des choses que certains d'entre eux redoutent. Que croyez-vous qu'il va se passer si les gens commencent à croire à l'existence des extraterrestres sur Terre? Et les choses vont changer définitivement. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. J'espère que ce soit le cas. Je suis absolument pour la divulgation totale, et je vais faire fortement pression en faveur de la divulgation totale dans le livre que je suis en train d'écrire. D'en donner certaines raisons sur des choses que nous devons réellement savoir, et que nous avons